Bienvenue à toutes et à tous sur cette demi-journée de conférence dédiée à la maintenance 4.0. Avec cette fois, on a parlé un peu de technologie tout à l'heure, on va dire de la théorie, on va passer à la pratique de l'IoT, mais également des premières applications en matière d'intelligence artificielle. Ce qu'on peut nommer intelligence artificielle, hein, je sais que le mot est très, très à la mode, le terme parfois un peu galvaudé, mais enfin en tout cas, les solutions sont bien là, sont concrètes. Et pour ça, je vais donc j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Nakache, donc président fondateur de la société Assystem, qui va nous parler de retours d'expérience très concrets en matière d'IoT et d'IA appliquée à la maintenance. Bonjour à tous. Oui, donc tout d'abord, on parlera plutôt d'algorithmes hein, pour l'IA. Bon, si je dis IA, vous m'en voulez pas, mais ça reste quand même des utilisations de mathématiques, hein, d'algorithmes très, très performants et adaptatifs. Et puis on parlera pas trop de predictive maintenance, alors je le dis en anglais hein, pour éviter les confusions, mais de surveillance de machines. Parce que avant de faire de la prescriptif, hein, ben, il faut déjà le monitorer et bien le monitorer. Donc voilà, ben, j'ai fait une petite phrase ben, qui a son sens dans tout ce que je vais vous présenter. Alors je vais présenter la technologie Assystem parce que ben, c'est ce que je connais et surtout je pense que ça a quand même une certaine pertinence quand on parle d'IoT industriel et d'algorithmes hein, et d'adaptation de ces outils pour surveiller des machines. Et l'important, c'est d'abord de le surveiller le plus tôt possible, très tôt. Parce que plus vous avez des informations, je dirais, le plus tôt possible, bien plus vous allez pouvoir voir des dérives et tranquillement opérer vos actes de maintenance. Alors, en deux mots sur la société, on est une société toulousaine, Castelnaudary Toulouse. On a créé la boîte il y a quand même un peu plus de 8 ans. Tout ce qu'on a développé, c'est-à-dire la partie hardware, hein, tout ce qui va être collection de la donnée, hein, on travaille sur la partie acoustique et vibratoire, et puis tout ce qui est aussi autour de la collecte de cette information et de ce traitement de cette information a été fait 100% dans nos locaux. Hein. On est maintenant 18 personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a développé beaucoup dans l'ensemble des pays hein, nos produits, l'installation dans nos produits, et on est très transverse, comme vous le verrez, même si aujourd'hui il y a des tendances de maturité hein, sur l'intégration de la digitalisation de la maintenance dans certains secteurs d'activité, plutôt dans l'énergie aujourd'hui, hein, l'énergie fossile et non fossile, et puis tout ce qui est l'environnement, mais on a énormément d'intérêt et de besoins sur la partie manufacturière. L'autre point important, c'est que nous avons aujourd'hui un partenaire privilégié et stratégique qui a intégré notre capital l'année dernière, en octobre, qui est la société Vicat. Vicat, alors j'ai mis un slide parce que bon, peut-être qu'il y en a qui c'est qui connaît Vicat. Bon, ça reste quand même une société assez répandue, assez connue, même si parfois on ne connaît pas son nom. Et ce sont des gens qui voilà, font de la pression, de la température. C'est un groupe allemand. 12 000 personnes, la mesure de débit, de force, etc. Et puis ils intègrent maintenant la partie vibratoire et acoustique avec nous. C'est plus d'1 milliard de capteurs dans le monde depuis 70 ans. Donc, bon, ça va être un petit peu toujours les mêmes choses que vous entendez depuis ce matin, et c'est tellement important. Bon, évidemment, il faut, quand on veut mettre en place quelque chose pour surveiller une machine, il faut surtout s'assurer qu'on évite les arrêts non programmés. Hein, ça, c'est un peu l'obsession de nous tous hein, au niveau de la maintenance. Évidemment, augmenter la fiabilité, je dirais permettre à des machines qui sont tout à fait fonctionnelles d'être
bien mieux optimisé pour le process. C'est toujours en lien avec la maintenance, vous le savez tous. Et puis, sur la partie humaine, bon, on l'a encore entendu sur les 2 précédents talks, c'est la gestion des sous-effectifs, des problématiques. On est aujourd'hui sur un gros problème de recrutement, mais je pense qu'il y a aussi un point qui nous concerne sur l'Internet des objets, c'est surtout la gestion du risque humain. Quand vous avez à vous déplacer dans des sites, qui sont en plus avec des niveaux de risque importants, eh bien, il vaut mieux éviter. Hein, et c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc, je voulais rajouter cette partie de réduire les risques humains. Alors, la technologie qu'on a développée, une balise, des capteurs, vibratoires acoustiques, on peut être fier du fait que on génère vraiment énormément de données grâce à cet appareil. Bon, on a voulu aller très loin sur la partie IoT, Internet des objets, non filaire, autonome, avec des autonomies qui sont très importantes, qui sont au-delà de 10 ans avec une mesure par heure, totalement accessible et adaptable sur la partie, on va dire, envoi de données, modification des informations, tout ça à distance. Tout ça, c'est des choses, si vous voulez, on l'a développé, mais il faut vraiment tenir compte, quand vous êtes sur l'Internet des objets, de ces paramètres-là. C'est des fondamentaux. Vous n'allez pas, il faut que ça soit autonome, il faut que ça soit contrôlable à distance. Ça, c'est la priorité. C'est pas encore évident. Et puis, on a quand même un caractère qui est quand même important, c'est d'essayer de garder des choses qui soient non onéreux ou éviter d'être jetable lorsque l'appareil a arrêté de fonctionner parce qu'il n'a pas de pile. Ça aussi, c'est des choses qui sont quand même importantes. Il faut avoir cette réflexion. Donc ça, c'est notre partie hardware. Et la partie intelligence artificielle, je vous montrerai les cas d'usage sur ce que nous avons développé, qui est, on s'adapte à une machine, on apprend d'une machine, et on fait en sorte de détecter une anomalie et de donner un diagnostic, de proposer un diagnostic. Attention, c'est toujours aussi, vous le savez aussi, très complexe à aborder. Alors, tac. Donc, bon, l'IoT System, comment ça se présente? Vous avez des capteurs. Bon, ceux-là, vibration acoustique, mais ça revient exactement au même avec des capteurs de température, de géolocalisation, etc. Vous avez ensuite un système sans fil en capacité à collecter les données. Alors, l'important dans ce type de technologie, c'est d'être le plus facile à mettre en place et le moins onéreux, le plus sécurisé évidemment, mais d'être capable de prendre un salon comme ça et de mettre quelques passerelles et d'être capable de le couvrir, ça c'est le premier point. D'être en capacité à éviter d'être surconsommant au niveau des capteurs, parce qu'un capteur, s'il était obligé d'aller sur du Wi-Fi pur, il serait, au bout de quelques semaines, mois, il ne peut plus fonctionner parce qu'il aura trop consommé dans la distance. Donc ça, c'était un point important. Puis après, il y a la plateforme qui peut être soit dans le cloud, soit directement mis chez le client quand il y a des besoins de sécurité très importants dans la défense, par exemple. Ce qu'on a là aussi développé, et ça aussi, je pense que c'est important que vous ayez en tête ce point-là. C'était, nous, un fondamental, mais on ne le savait pas trop au départ si ça en valait la peine ou pas, mais on s'est rendu compte que maintenant c'était vraiment indispensable. C'est d'avoir plusieurs lectures quand on reçoit une information. La première, on parlait management, mais enfin, c'est la personne qui va voir de manière assez générale les informations, qui n'a pas le temps d'aller très en profondeur. Il y a aussi, je dirais, la partie technique, les techniciens qui sont sur le terrain, qui là aussi n'ont pas nécessairement le temps ou les compétences, parce qu'ils ont un milliard de choses d'autres en compétences. Ils veulent avoir une information très très rapide. Et ça, c'est l'IA qui permet vraiment de pousser cette information-là, mais aussi donner accès aux données
de manière à un niveau expert, un niveau ingénieur. Ce qu'on appelle ingénieur, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une capacité à appréhender une information et pouvoir la traiter, post-traiter, l'expert et l'expert vibratoire ou acoustique. Voilà. Donc tout ça, nous l'apportons sur notre petite balise IoT. Bon, dans les applications, là je vous ai mis juste les applications qui ont déjà été installées. Vous voyez qu'il y a pléthore. En fait, basiquement, dès qu'il y a une machine qui tourne, une machine rotative, qu'elle soit une pompe, un broyeur ou un convoyeur, eh bien, on va pouvoir l'aborder. Et puis je vous présenterai enfin d'autres applications qui sont sur la partie vanne, hein, la détection de fuite de vanne. Bon, voilà, ça ce sont des choses qu'on est capable d'aborder. On est relativement transverse au niveau des outils. Je vous montre ça rapidement parce que je crois que tout le monde le connaît, ça. Hein, tout le monde l'utilise. Mais c'est important de montrer que grâce à ces deux informations, eh bien, vous êtes en capacité de couvrir le plus tôt possible les dérives, mais aussi d'être en capacité à couvrir l'ensemble ou la grande majorité, on va dire, des besoins de surveillance. Basse fréquence, on va travailler sur tout ce qui est des équilibres bas lourds, je dirais des usures très avancées, hein, qu'on va commencer à voir, des chocs, hein, quand on a des chocs dans les réducteurs par exemple. Dès qu'on passe sur des fréquences un peu plus hautes ou de l'ultrason, on va commencer à aborder la partie, je dirais, pignon, roulement, quelque chose qui va tourner très vite. Hein. Et puis l'ultrason, lui, va apporter encore un petit gap en plus, en capacité à avoir le frottement métal, et puis qui peut être aussi en lien avec les lubrifications, hein, mais aussi d'être en capacité à écouter certaines problématiques de fuite. Je vous montrerai par la suite. Dans les machines tournantes, alors cas d'usage maintenant, parce que je parle quand même des cas d'usage, on a par exemple donc pas mal d'applications sur les pompes. Ici, un exemple qui est une pompe d'aspiration d'eau, hein, tuyau obstrué, variation de la pression, donc conséquence cavitation. Hein, voilà. Eh bien, à partir de ça, la cavitation est un destructeur très fort, hein, et ce qui a permis là de pouvoir avoir je dirais une alarme générale et puis une cause probable. Alors, on a mis ici, c'était 76% de confiance que c'était ça. De dire voilà, il y avait un problème de misalignment, enfin en français, pardon, désolé, voilà, d'équilibre, je suis désolé. Et à partir de là, on était en capacité de pouvoir intervenir, ce qui avait permis aux gens de ne pas arrêter la production. Un autre cas, c'est le broyeur, par exemple. Là, vous avez une détection d'usure de roulement. Là, c'est une usure avancée. Hein. Mais ce que vous verrez ici, peut-être, c'est qu'il y a effectivement en avant une cause probable, mais il y a toujours derrière d'autres paramètres qui peuvent être indirects et qui peuvent être pertinents à avoir comme information. Je vous montrerai ça en live après. Là, c'est une vidéo qui a été faite par un de nos clients, hein, qui est la société Archer, qui travaille pour Equinor. Equinor est une structure norvégienne de production de pétrole. Hein. Et pour le coup, je vais vous présenter en même temps que ça fonctionne. Bon, c'est parfait. Donc, ils ont mis ça sur des systèmes je dirais de forage, hein, les top drive. Ils présentent comment mettre la balise. Hein. Vous avez donc le corps de la balise et une sonde qui ressemble un peu à un stéthoscope qui vient se positionner au plus près de l'endroit qui est le plus pertinent. Hein. Là-dessus, c'est intéressant. Et ensuite, à partir de là,
vous avez une surveillance. Pendant un mois, 15 jours, un mois, vous allez avoir un entraînement, donc il va collecter pas mal d'informations. Et à partir de là, il va commencer à avoir des indications. Ici, il y a eu un problème d'ultrasons qui a très fortement augmenté. Les gens ont cru d'abord que c'était un problème de lubrification. Ils ont positionné, ils ont fait un peu ils ont rajouté la partie lubrification, mais ils ont remarqué que ça continuait à avoir des problèmes. Et en fait, c'était à plusieurs mètres des particules qui étaient voilà, le capteur était là, je dirais les pièces métalliques étaient positionnées donc plus bas et a commencé à générer des frictions qui étaient audibles, qui n'étaient pas détectables sur la partie vibratoire. Donc voilà, ça c'est un cas, ils ont pu éviter d'arrêter, et là c'est franchement, on est sur plusieurs millions pour un arrêt, donc ça c'était plutôt intéressant comme cas d'usage. Dans d'autres domaines d'activité, on est de secteur de l'énergie encore. Là, c'est sur des mud pumps. Là, c'est sur des élévateurs. Dans l'eau, on va travailler là, c'est dans une station d'eau. Des grosses pompes. Là, dans l'industrie pharmaceutique, on a pas mal d'applications sur les pompes, sur les systèmes de ventilation. Voilà. Plutôt sur ce type d'application en général. Maintenant, je vous montre un dernier point qui me semble intéressant à vous présenter. On a, avec Total, on a pu développer une nouvelle application avec toujours le même appareil, qui est la détection de fuite interne de vannes. Basiquement, vous ne pouvez pas, il est quand même compliqué de savoir en continu si la vanne est correctement fermée, on va dire, plutôt simplifié. Donc il y a des outils qui sont ultrasonores, pour le coup, qui permettent de pouvoir, en collectant de manière ponctuelle, des informations. Ce que nous avons développé, donc là c'est par rapport en Italie avec Total Energy. Cette technologie, on l'a testée sur tout un tas de fluides, je dirais type liquide ou non liquide. On a détecté ça sur différents types de vannes, de formes de vannes, et on a surtout ça a surtout permis de pouvoir voir la robustesse de ce système. Le système est assez simple. Vous positionnez, vous laissez la machine, la vanne tourner, s'ouvrir, se fermer. Il faudrait au moins une dizaine de pourcents de fermeture ou d'ouverture. Il faut qu'il y ait un delta P de 1 bar au minimum. Et à partir de là, lorsque vous avez réussi à avoir ce temps de fonctionnement, l'appareil va lui-même détecter si c'est fermé ou ouvert. Bon, ça c'est intéressant, mais bon, voilà. Mais surtout si c'est fermé avec une potentialité de fuite. Le gros avantage là-dedans, c'est qu'on commence à toucher beaucoup les optimisations de process, mais aussi la partie environnementale, le gain au niveau de l'optimisation au niveau énergétique aussi. Pardon. Désolé. Voilà, donc ça c'était juste pour vous présenter les points. Juste avant de passer aux échanges, je peux peut-être vous proposer de vous montrer comment ça fonctionne en vrai. Si je me mets Escape. Si j'arrive à trouver ma souris. Voilà, elle est par là. Ah, voilà. Ici, c'est sur un site d'un client dans l'eau. Là où il y a, sur un des postes, il y a une cinquantaine de balises. D'accord. Là, vous avez donc le dashboard qui est le dashboard, je dirais, très haut niveau. Donc avec des informations qui sont assez basiques. Par exemple, là, je vais sur une pompe et vous allez avoir un score d'anomalie qui est indiqué. Et puis une sévérité vibratoire. Si vous cliquez dessus, je vais éviter d'aller chez le client, mais je vous montre sur un autre endroit.
que vous allez avoir des indicateurs, d'accord? Et quand vous allez vous retrouver devant une situation donnée, il va vous indiquer un premier niveau de confiance. Hein, là, c'est un problème de déséquilibre. Et puis, si vous allez sur le deuxième, qui est peut-être un peu moins évident, vous allez avoir une autre information qui est soit directement liée aux premières causes, ou qui peut être aussi complètement indirect. Ça, c'est un des éléments qui permet de pouvoir, on va dire, voilà, avoir une information qui est peut-être pertinente pour le... et je ne retrouve pas toujours la souris, pardon. Voilà. Désolé. Ça rame. Voilà. Et puis après, dès que vous voulez avoir des informations plus importantes, plus détaillées, eh bien vous avez accès à toutes ces données qu'un expert, qu'une personne qui a une compétence, même premier niveau de vibratoire, peut avoir comme pertinence. Voilà. Je voulais vous montrer juste ça. C'est assez simple à utiliser. Si vous avez besoin de faire un entraînement, vous pouvez juste laisser la machine tourner, choisir les différents points qui vous semblent pertinents dans son fonctionnement. Évidemment, certaines machines vont avoir des cycles complexes, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et à partir de là, le système est entraîné pour pouvoir apporter un indicateur. Voilà, je voulais juste vous montrer en réel comment ça fonctionnait. Voilà, je vous remercie de l'attention et puis questions-réponses, je suis là. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation très concrète. Peut-être un petit mot sur comment c'est perçu finalement dans les entreprises. Alors il y a toujours quelqu'un qui est convaincu qui va apporter cette solution avec un système ou avec un autre éditeur, mais comment c'est perçu globalement chez les clients, dans les équipes de maintenance notamment? Alors, dans les équipes de maintenance, dès qu'ils ont l'information, enfin dès qu'ils voient l'utilisation, dès qu'il y a un retour sur d'expérience, très rapidement, ils voient leur intérêt. Au départ, évidemment, il y a un doute quand les gens ne connaissent pas ce type de technologie. Le plus gros souci, c'est que lorsque toutes ces équipes sont convaincues, là, on passe sur une autre étape. Et l'étape, c'est comment intégrer tout ça dans déjà le niveau digital, la digitalisation de l'entreprise elle-même, dans le système de réseau, dans le système de sécurité. Et ça, c'est souvent une étape qui est finalement très longue. Parce que convaincu, franchement, depuis le temps, on a ce qu'il faut pour convaincre. Et puis, je dirais très rapidement, les gens vont avoir l'information comme quoi c'est pertinent, c'est facile d'utiliser et c'est adapté à leurs besoins de différents niveaux. Mais dès qu'on passe à ça, on passe sur la partie, il faut mettre tout ça dans l'infrastructure. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, malheureusement, j'ai dû prendre un coup de fil, donc peut-être vous avez déjà répondu. Est-ce que vous pouvez ingérer des données historiques pour déjà créer un modèle préexistant pour pouvoir anticiper ensuite les pannes, ou est-ce qu'il faut, on va dire, laisser le système installé pendant un certain temps pour pouvoir construire le modèle? Alors, très importante comme question, je ne l'avais pas abordée. Non, on n'utilise pas de données historisées. D'accord ? On est vraiment dans ce qu'on appelle le non supervisé, c'est-à-dire qu'on apprend en fonction de l'état de la machine, enfin de son fonctionnement. Évidemment, à quelques niveaux, on va lui dire quand même que c'est une pompe ou qu'un compresseur ou que c'est un broyeur. Bon, on va lui dire quelle est la puissance de la machine pour pouvoir lier, pour pouvoir se lier à des normes ISO, voilà, et c'est tout. Voilà. D'autres questions? Oui.
Bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais savoir si votre solution permet en fait de prédire un temps avant panne ou faire une estimation en fait de temps avant un remplacement d'un roulement, quelque chose en fait comme ça. Ou vous faites ce que vous avez dit en fait, vous faites du supervisé. Est-ce que ça permet juste de détecter en fait une phase de vieillissement de la machine en fait de l'équipement concerné? Oh, là aussi, c'est une très importante question. En fait, on essaye d'être le plus tôt possible pour avoir une information de dérive, d'accord ? Je suis un petit peu... bon, voilà. Je pense que, de manière un peu directe, je pense qu'il n'est pas possible ou extrêmement difficile de dire à quel moment une machine va tomber en panne. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est quand ça se rapproche du moment critique. D'accord ? Et quand vous avez cette fameuse courbe-là, je trouve que finalement, elle vaut la peine de jouer avec. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez du moment critique de la phase, je dirais, catastrophique, hein, lorsque la température commence à monter, qu'il y a un bruit pas possible, etc., vous savez que c'est quelques heures, voire quelques minutes. D'accord ? Mais avant, vous ne pouvez pas savoir, la machine va fonctionner, la machine elle-même, d'une machine identique à une autre, elle va pas avoir la même réaction, même état. Donc, il faut rester raisonnable et penser que la prédictive maintenance, le prescriptif, quand on ira jusqu'à dire dans tel mois, tel jour, telle heure, il faudra changer le roulement, ça c'est peut-être l'avenir, mais je ne le vois pas à très court terme, voire même à moyen terme. Peu probable qu'on y arrive si facilement. On va se rapprocher de la possibilité d'arriver à dire ben, là ça devient critique. Voilà. On peut déjà aussi insister sur le point que la prédiction n'existe pas. C'est un faux ami, donc une mauvaise traduction anglaise. Hein, donc c'est la prévision, et c'est là que ça prend tout son sens. C'est pas simplement qu'une question de défendre la langue de Molière, c'est que simplement on prévoit, c'est pas on prédit. Voilà, la prédiction, comme tu l'as dit, est prouvée. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de prédiction. On peut pas savoir à quel moment précis on prévoit. C'est des indicateurs qui deviennent de plus en plus précis. En revanche, et voilà, et c'est une petite mise au point. Et chaque machine est différente, est unique en fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question concernant le temps de prise de décision, c'est-à-dire entre la mesure relevée, enfin la vibration ou autre, et finalement la décision ou la levée d'une alerte. Quel temps à peu près il faut pour faire ça? Et vous disiez juste avant qu'effectivement toutes les machines sont différentes. Comment, à partir d'un algorithme fait peut-être sur une seule machine, ça peut fonctionner systématiquement sur les autres? Voilà. Non, là aussi. Très bien. Sur la deuxième question, comment dire, il est préférable, nous avons pris la décision, mais je pense, avec l'expérience, que ce n'était pas la peine de recopier un apprentissage pour une machine à une autre, parce qu'en fait, bon, globalement, on arriverait à bien suivre, mais vraiment, les comportements, la façon dont la machine va vibrer, la façon dont elle a été vissée sur le sol, etc., vont apporter tellement d'imprécisions qu'il ne vaut mieux pas. Ce n'est pas grave, l'algorithme va apprendre plus ou moins longtemps en fonction de la complexité. Sur la première partie, le temps. En fait, l'information qu'il y a sur le dashboard algorithmique, on va dire, est quelque chose où on prend le temps. Je veux dire, c'est pas quelque chose où il faut intervenir immédiatement. Nous avons intégré aussi, à côté, je n'ai pas été dans le détail, mais d'autres indicateurs qui sont de sévérité vibratoire et sévérité de choc, qui sont en lien avec les normes 20.816 ou 10.816.7 pour les pompes, qui vont permettre de voir vraiment des alertes urgentes. C'est-à-dire presque même quand on positionne la balise dessus, enfin l'appareil, il va vous donner déjà des indicateurs. Il faudrait peut-être regarder rapidement qu'est-ce qui se passe, ou c'est normal parce que c'est votre process. Voilà.